Madame la rectrice, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président du département, Monsieur le Président de l'agglomération, Monsieur le maire, cher Jean-Noël Jeannet, Mesdames et Messieurs, chers amis. Donc au nom de toute l'équipe qui a préparé avec moi ces 20e rendez-vous de l'histoire, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Je suis particulièrement ému aujourd'hui de me retrouver devant vous pour la 20e fois. Jamais, lorsqu'avec Jacques Lang, Christophe de Gruel, Antoine Favron et quelques autres, nous avons créé les rendez-vous de l'histoire en 1998, je n'imaginais me retrouver ici 20 ans plus tard. Et pourtant, nous y sommes. Je ne reviendrai pas sur ces très riches années au service de la connaissance historique, au service des historiens, au service de la vie culturelle et du rayonnement de nos territoires. Il serait trop long d'évoquer ce matin tous ces moments extraordinaires que nous avons vécus, toutes ces personnalités fabuleuses que nous avons accueillies, mais je tiens surtout à exprimer ma gratitude la plus vive à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire des rendez-vous de l'histoire ce qu'ils sont aujourd'hui. Au premier rang desquels je salue les élus de la ville et de l'agglomération de Blois, du département et de la région, dont les représentants d'aujourd'hui viendront vous dire un mot dans quelques instants. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre la conférence très attendue, je le sais, de Jean-Noël Jeannet, qui, au nom du Conseil scientifique, nous expliquera le pourquoi d'Eureka. Ensuite, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à rester dans la salle pour assister à 11h30 à la table ronde placée sous les auspices du ministère de l'Éducation nationale et qui aura pour thème « Qu'est-ce qu'inventer en histoire ?» Cette table ronde réunira des savants de tout premier plan, avec Michel Perrault, Alain Corbin, Patrice Guénifet, Jean Bechler et Olivier Grenouillot. Nul doute que les entendre traiter de cet important sujet sera un des temps forts de nos rendez-vous de l'histoire 2017. Cette table ronde s'ouvrira par une allocution de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et une allocution du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, et je suis heureux de vous inviter à y assister. Leur présence commune est un grand honneur pour les rendez-vous de l'histoire et une reconnaissance de la République pour le travail que nous menons tous. Dans l'immédiat, je cède la parole au maire de Blois et je vous souhaite à tous un très bon festival. Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de notre région Centre-Val de Loire, cher François, Monsieur le Président du département de Loire-et-Cher, cher Nicolas, Monsieur le Président de notre agglomération de Blois, mon cher Christophe, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la rectrice, qui nous fait l'honneur de votre présence, aux côtés de Madame l'inspectrice d'académie de Loire-et-Cher, Monsieur le Président du Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, cher Jean-Noël, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser un salut particulier à vous toutes et vous tous, enseignantes et enseignants, toujours très nombreux, très présents pour ces rendez-vous. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour moi, de saluer l'extraordinaire travail que vous effectuez tout au long de l'année dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos filières d'enseignement supérieur. Merci à vous. Je voudrais aussi anticiper mes remerciements pour la venue des ministres qui, chaque année, honorent ce moment. Ministre de la Culture, comme l'a dit Francis Chevrier, ministre de l'Éducation, qui vont nous rejoindre. Donc, pas d'inquiétude, les sièges qui sont vides et réservés seront vers 11h, 11h15 occupés. Nous voici rassemblés pour la 20e édition des Rendez-vous de l'Histoire et pour la 10e fois, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici à Blois. 20 ans pour un festival autour de l'histoire, c'est un succès, une réussite, une maturité, mais aussi une croissance qui s'est faite avec le temps en sachant s'adapter aux évolutions du monde et en ayant fait à chaque saison progresser une pensée d'abord folle que nous devons à deux hommes en particulier et auxquels nous nous devons de rendre hommage. Je veux bien entendu parler de Francis Chevrier, le directeur et créateur du festival, mais aussi de Jacques Lang, le maire de Blois de l'époque,
qui ensemble œuvrèrent et portèrent sur les fonds baptismaux ce vaisseau que sont les rendez-vous de l'histoire. Qu'il me soit permis à cette occasion, pour cette nouvelle édition, mais aussi pour toutes celles qui ont précédé et celles qui viendront, de remercier Francis, Jack Lang, que j'aurais aimé voir à mes côtés, le président de l'association du Centre européen de promotion de l'histoire, Antoine Favron, mais aussi ses prédécesseurs. Remercier évidemment le président du conseil scientifique, Jean-Noël Jeannenet, mais aussi toutes les équipes des rendez-vous de l'histoire, les salariés, les bénévoles, tous les passionnés d'histoire, tous les enseignants, tous les étudiants qui, au cours de ces 20 ans, ont fait des rendez-vous un moment culturel d'envergure nationale, un laboratoire de la pensée et de l'intelligence. Un laboratoire ouvert à tous, gratuitement, et dont le succès ne se dément pas. Je voudrais que nous les applaudissions pour tout ce qu'ils font. Cette année encore, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs passionnés, d'intervenants de haut rang vont faire vibrer la ville autour d'un thème qu'on pourrait qualifier de courageux, de prime abord un peu rugueux, Eureka. Eureka, inventer, découvrir, innover. Entre Denis Papin et Robert Houdin, je pourrais, Monsieur le Président de Région, évoquer aussi Léonard de Vinci, cette thématique ne peut être que chez elle, ici à Blois. Le thème retenu cette année englobe de si nombreuses pensées que le mettre en perspective en quelques minutes relève de la gageure. L'évolution et le progrès sont souvent ensemble associés. Ce rapprochement peut ainsi laisser à croire que le changement, c'est le progrès, et le progrès, le changement. Si le premier sens du progrès se référait au mouvement physique, à la progression, il s'est largement accompagné de la notion de plus. Qu'il s'agisse de qualité ou de quantité, le progrès, c'est plus. L'évolution, quant à elle, se rapproche davantage du différent, du changement. Est-ce que ces deux notions sont synonymes? Je ne le crois pas. Dans la notion d'évolution, examinons les faits évidents. En 14 milliards d'années, l'évolution de la matière a conduit à la naissance de l'espèce humaine, il y a seulement 3 millions d'années. Et puis, l'évolution continue d'être à l'œuvre, inlassablement, imperceptiblement et parfois inexorablement. Le progrès est une notion plus récente, le résultat de l'action de l'homme sur ses environnements. L'évolution s'observe d'un peu loin, comme une certaine résultante d'une fatalité. Le progrès est davantage reconnu comme l'action de l'homme sur son environnement, comme sur lui-même, et continue d'être affecté d'un regard spontanément positif et s'appuie sur l'invention, la découverte, l'innovation. Le progrès résume en effet le chemin du mieux, du plus, tant la production de biens et services que dans l'amélioration physique et morale de l'homme, dans son humanité et son environnement. Si l'évolution de l'homme a mis 3 millions d'années pour produire ce que nous sommes, le progrès a quant à lui, dans un laps de temps incroyablement plus court, en quelques siècles seulement, multiplié par 3 notre espérance de vie. Faire du feu, communiquer, la roue, la machine à vapeur, le moteur à combustion, le téléphone, le numérique sont autant d'éléments qui ont provoqué des phases accélérées de progrès et façonné de nombreux pans de notre histoire. Depuis les Lumières et la révolution industrielle, la pensée de la science comme moyen de se rendre plus humain et plus heureux en comprenant le monde tel qu'il nous entoure, mais aussi en se dotant des moyens d'interagir et de le contrôler, ont donné naissance au courant de pensée scientiste et positiviste. Dans le même temps, le rapport au progrès et à son sens dans l'histoire a toujours été interrogé. Oui, le progrès a permis tant d'améliorations, mais aussi tant de drames. Les guerres, le perfectionnement des armes, l'usage de la chimie génocidaire, la surexploitation de la planète. Quel sens a donc ce progrès qui, tout en faisant le bien, peut être la cause même de notre disparition annoncée à la surface du globe? Le progrès et ses instruments sont donc par essence devenus des sujets politiques qui sous-tendent encore largement les débats de notre actualité. Comment faire du progrès technique une solution aux menaces qui pèsent sur notre environnement après en avoir fait l'instrument de l'accélération de la fragilité de la planète? Comment concilier les avancées en matière de neurosciences, de génome humain, pour à la fois guérir sans prendre le risque de vouloir faire de l'homme
son propre Dieu dans un eugénisme d'État? Comment maîtriser la robotisation, la numérisation de l'économie, entre le souci de ne pas laisser une humanité fracturée entre les tâches subalternes et les tâches nobles, et entre la fin du travail et la réflexion d'une société réorientée sur d'autres fondements? Comment ne pas laisser sombrer notre monde dans un obscurantisme revivifié, parce que ces progrès, ces découvertes posent aujourd'hui beaucoup de questions, que les réponses ne sont pas forcément connues ou claires, et que se faufilent dans la brèche ceux qui de tout temps ont voulu maîtriser leurs semblables en les berçant de l'existence d'un pouvoir suprême qui permet de ne pas se poser de questions et d'apporter des réponses toutes faites, en contradiction avec l'homme de raison auquel nous sommes ici tous attachés. Durant ce week-end, en éclairant notre passé de l'impact de ces découvertes, de ces innovations et inventions, nous construirons également des axes de réflexion pour l'avenir. Dans une certaine mesure, elles tourneront sans doute autour du fait que l'homme est à la fois son meilleur allié autant que son pire ennemi, que tout ce qu'il invente, développe pour accroître son droit et sa part de bonheur risque à chaque instant d'être utilisé par l'autre pour contribuer à sa domination ou sa destruction. Nous ne sommes pas loin de l'insociable sociabilité qu'a développé Kant dans ses réflexions sur le progrès de l'homme et de la nature humaine. Avec lui, c'est un appel incessant à la raison critique qu'il faut développer. L'humain, comme être vivant, n'est doté que de sa capacité de raisonner, de survivre, subvenir à ses besoins et faire face au monde qui change. Cet état le conduit, quelles que peuvent en être les difficultés, à toujours dépasser les limites de ses connaissances. Mais science sans conscience, aussi appartient-il à l'homme, dans sa construction sociale, de toujours mettre en tension ces risques antinomiques, de sorte qu'il soit toujours raisonnablement mesuré, qu'il fasse pleinement partie de la société et donc l'objet de débats dans le corps social. On parlera sans doute beaucoup de progrès techniques, d'innovation technologique, mais je souhaite aussi que l'on n'oublie jamais le progrès sociétal et les innovations sociales qui pèsent trop souvent peu dans l'accumulation des richesses. La recherche, l'innovation, la culture scientifique et technique font partie intégrante de notre humanité. La pensée, la raison, les sciences humaines en sont les contrepoints pour parvenir à l'équilibre. Et avec ce thème très scientifique choisi par les Rendez-vous de l'Histoire cette année, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que c'est aussi grâce à l'histoire, à la littérature, à la philosophie, aux langues, aux humanités, que cet équilibre, bien que fragile, perdure, et ainsi militer pour que ces enseignements, qui ne semblent pas suffisamment productifs ou compétitifs de prime abord, fassent l'objet de toute notre attention dans les années à venir. Bon festival à tous, merci de votre attention. Monsieur le sénateur, cher Jean-Marie, monsieur le président du conseil régional, cher François, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Christophe, monsieur le maire, cher Marc, mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice d'académie, monsieur le président du conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver ici en Loir-et-Cher et à Blois, monsieur le directeur des Rendez-vous de l'Histoire, cher Francis, mesdames et messieurs, chers amis, trouver d'abord, chercher après, disait avec humour, mais pas sans raison, Jean Cocteau. Inventer, trouver, c'est à la fois prévoir et se laisser surprendre. Dans toutes les grandes découvertes humaines, le hasard et l'inconnu ont joué leur rôle. À l'image de la pomme de Newton, combien de trouvailles immenses et déterminantes pour l'histoire humaine ont été les fruits de l'inattendu. En reprenant ensemble le célèbre Eureka d'Archimède, nous célébrons pour cette 20e édition des Rendez-vous de l'Histoire l'esprit d'invention et de progrès. De la roue à Internet, ce que l'on appelle communément le sens de l'histoire, est intimement lié aux grandes découvertes.
Une fois n'est pas coutume, la science occupe cette année le devant de la scène des rendez-vous de l'histoire. Mais après tout, l'histoire est une science. La présence ce soir de Cédric Villani, qui nous fait l'honneur de présider cette 20e édition, nous rappelle le caractère viscéralement scientifique de la connaissance historique et de son étude. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Telle était la devise du lycée d'Athènes qui réunissait tant de philosophes et de penseurs. D'Archimède à Marie Curie, d'Euclide à Stephen Hawking, la plupart des grands découvreurs sont avant tout de grands scientifiques. Au pays de Descartes et de Blaise Pascal, il est plus que temps de remettre la science au cœur de notre société et de notre socle commun de connaissances. Cependant, l'histoire des inventions et des découvertes dépasse largement le cadre des sciences dites pures. Découvrir, c'est lever le voile de l'inconnu, éclairer l'obscurité et lutter parfois contre l'obscurantisme. Inventer, c'est rendre réel ce dont on a rêvé. C'est partir en terra incognita comme le firent Christophe Colomb ou Neil Armstrong. C'est affirmer l'infinie liberté humaine. Liberté, oui, c'est bien de cela dont il s'agit, car l'invention est avant tout ce que l'homme choisit d'en faire. L'histoire nous l'a démontré à bien des reprises, si certains inventeurs furent de véritables Prométhées, d'autres, souvent malgré eux, se muèrent en docteur Mabuse. Il n'est qu'à songer à la maîtrise de l'atome, source d'abondance et cause de crimes d'une ampleur jamais atteinte. Au cours de ces 5 jours de festival, des centaines d'historiens interrogent les rapports que l'homme entretient depuis la nuit des temps avec les découvertes. À l'heure où le sacro-saint rapport entre progrès et bonheur humain est sérieusement remis en question, interroger les rapports entre histoire et science promet d'intenses et passionnants débats. Ensemble, aujourd'hui, nous disons « Eureka » comme un grand « bienvenue » lancé à l'histoire et à ses amateurs. Bienvenue dans une terre qui fut celle de grands inventeurs, au premier rang d'entre eux, bien entendu, Denis Papin et Léonard de Vinci. À leur exemple, il nous faut cultiver une soif permanente de connaître et de découvrir. Ce territoire, qui fut à bien des époques un carrefour de savoir, doit retrouver la passion de curiosité et le feu de l'innovation. C'est dans cet esprit que le Conseil départemental fait de l'innovation numérique le fil rouge de son action au service des Loir-et-Chériens. Pas par suivisme, mais parce que les usages numériques révolutionnent le quotidien de nos concitoyens et l'histoire de l'humanité. Oui, au XXIe siècle, il est encore possible de dire Eureka et de réinventer le monde, tant le champ d'application de la révolution numérique semble infini. La troisième révolution industrielle, magistralement décrite par Jeremy Rifkin, nous offre des perspectives vertigineuses d'invention et de découverte au service de l'homme. Comme Archimède, durant le siège de Syracuse, comme les lunettes de Galilée, comme Edison éclairant le monde par une simple ampoule, tournons-nous avec confiance vers un avenir numérique bienfaisant. Il ne s'agit pas de transformer l'homme, il s'agit de rendre la vie quotidienne plus simple pour le plus grand nombre, à commencer par les plus fragiles. En nous affirmant comme un territoire d'innovation et d'expérimentation numérique, nous attirerons des fricheurs et inventeurs du monde entier. Nous écrirons l'histoire. N'ayons peur ni des mots, ni des rêves. En matière d'innovation, aucune ambition n'est excessive. Pour reprendre la célèbre maxime de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà ce qui doit, je crois, nous guider et mobiliser nos énergies. En écho à cette très belle édition des Rendez-vous de l'Histoire qui s'ouvre, n'ayons pas peur d'entreprendre, d'innover, d'unir nos forces au service de l'avenir. Je veux pour conclure rappeler que les Rendez-vous de l'Histoire peuvent compter, comme chaque année, sur le soutien du Conseil départemental. L'hôtel du département est heureux d'ouvrir ses portes à plusieurs conférences et accueille traditionnellement la remise du prix du roman historique qui se déroulera ce soir à 18h. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellents rendez-vous de l'histoire sous le signe de la curiosité. Je vous remercie.
Madame la rectrice, Madame la directrice académique, Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Monsieur le sénateur, que j'ai le plaisir de saluer pour la première fois dans ses fonctions, Monsieur le président du conseil départemental, cher Nicolas, je pourrais d'ailleurs faire la même observation pour la première fois dans ses fonctions ici. Un grand plaisir de te retrouver. Monsieur le maire qui nous accueille ici à Blois, cher Marc, Monsieur le président de l'Aglopolis, cher Christophe, qui a lui aussi son nom très lié à ce que nous vivons aujourd'hui. Cher Jean-Noël Jeanneney, immense plaisir de se retrouver aujourd'hui. Et très sincèrement, cher Francis Chevrier, c'est une émotion, 20e rendez-vous. 20e rendez-vous, cela veut dire des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui, année après année, dans un salon du livre à nul autre pareil, dans un festival du cinéma passionnant, et autour d'un événement considérable ici à Blois, rayonnement régional, national, se retrouvent d'abord pour avoir le plaisir de se retrouver. C'est important d'avoir le plaisir de se retrouver autour d'un événement culturel. Se retrouvent pour éclairer leur réflexion, mais aussi éclairer notre chemin. C'est tellement important les événements culturels dans cette période. Tellement important de dire que nous sommes dans notre pays en situation de réunir tant de femmes et d'hommes passionnés pour non pas consommer quelque chose, mais pour réfléchir, pour écouter, pour se mobiliser autour des créations les plus avancées dans l'ordre de l'esprit. Peut-être parfois, parce que c'est justement la 20e édition, on ne mesure pas ce que cela veut dire. Je veux y insister. Il y a là une originalité profonde et je veux très sincèrement féliciter celles et ceux qui en sont à l'origine, celles et ceux, et vous en faites tous partie, qui se mobilisent avec une régularité, une constance extraordinaire et qui permettent aujourd'hui de penser que, bien évidemment, après la 20e édition, il y aura tant et tant de nouvelles éditions. Le thème de cette année est un thème majeur, et un thème majeur pour, bien évidemment, l'ensemble de l'humanité, mais permettez-moi de le dire, un thème majeur pour la région qui vous accueille. Autour, Eureka, il y a tout l'enjeu de décision publique. Tout l'enjeu de décision publique qui, aujourd'hui comme hier, et je veux le croire comme demain, considère que la recherche, que l'innovation, c'est à la fois quelque chose qu'il faut rendre possible en créant, comme l'on dit aujourd'hui, un écosystème favorable. Mais c'est aussi une disposition de l'esprit, c'est aussi un choix profondément culturel que de dire qu'ici et là, il y a chez des chercheurs, chez des individus, dans des laboratoires, les ferments de ce qui va véritablement forger, éclairer notre avenir. Nous devons être, en matière de décision publique, et ça renvoie au rôle des collectivités comme au rôle de l'État, nous devons être extrêmement attentifs à cela. L'émergence, faire en sorte que le savoir, l'éducation soit toujours, en tout lieu, une archi-priorité. Faire en sorte que nous soyons à l'écoute de celles et ceux, individuels ou collectifs, qui, avec une énergie et parfois trop peu de moyens, sont mobilisés pour éclairer notre chemin.
C'est important de le dire pour les collectivités publiques, et je rejoins mes deux collègues, parce que cela passe par, oui, par l'éducation. L'éducation, non pas qui écrase, non pas qui sélectionne, mais l'éducation qui émancipe, l'éducation qui libère les énergies, qui libère l'imaginaire. Dans un moment important pour notre pays, où un nombre encore important de femmes et d'hommes ont, par la culture à laquelle ils ont accès, du mal à comprendre le monde dans lequel ils sont, du mal à être acteurs dans le monde dans lequel ils sont. Il faut que, quand on pose la question de l'innovation, nous la posions de manière globale, de telle manière que l'innovation ne soit pas quelque chose qui soit une posture descendante, écrasante, d'une élite qui réfléchit vers des citoyens qui subissent, mais au contraire, des femmes et des hommes libres qui cherchent et qui avancent et qui sont en interaction avec la société dans laquelle ils sont, en interaction généreuse avec un système éducatif qui doit à tout moment se féconder et se ressourcer de la recherche, de l'innovation. Le thème qui a été choisi interroge globalement la marche de l'humanité. Il a une ambition qui est considérable à cet égard. Une ambition considérable qui doit nous amener à considérer que la recherche, l'innovation sont à tout moment une chance dès lors qu'ils sont éclairés par des choix sociaux, par une appropriation politique. Oui, la recherche, l'innovation ont été dans l'histoire le principal vecteur de l'émancipation humaine, de l'émancipation des sociétés. On le voit bien à chaque fois que des grandes innovations ont marqué le monde, alors des progrès dans la marche de l'humanité ont été observés. À chaque fois qu'on s'est détourné, qu'on a méprisé la recherche, qu'on a méprisé ou rejeté celles et ceux qui nous dérangeaient justement parce qu'ils portaient avec trop d'avance un certain nombre de projets ou de découvertes, les sociétés ont reculé. Mais ce serait trop facile et trop simple de dire ce que je viens de dire. Nous savons aussi que la recherche et l'innovation pour nos sociétés peuvent se retourner et faire que là où il y a une promesse de progrès et d'émancipation, il puisse au contraire y avoir une réalité du déclin. Oui, la recherche et l'innovation doivent être portées, fécondées, mais en même temps, partagées dans un projet de société, dans un projet politique, avec une vraie appropriation philosophique et citoyenne de leur portée sur nos organisations. Et puis il y a l'individu. Ça ne se décrète pas. Les grandes découvertes ne se sont pas décrétées. Peut-être étaient-elles portées par des attentes ici et là, mais pour l'essentiel, ce sont des femmes et des hommes qui, dans leur laboratoire, dans leur bureau, dans la profondeur de leur conscience, dans la passion qui les anime, ont ouvert des portes qui ont façonné l'humanité. Oui, il est important que le regard de l'historien se tourne vers eux. Oui, il est important de le faire, et je veux ici dire que pour notre région Centre-Val de Loire, qui prépare, vous le savez, un moment important, 2019, la mort de Léonard de Vinci, ici, à Amboise. 2019, une étape considérable pour une période qui est celle de la Renaissance. Le nom de Léonard de Vinci, la manière dont il a pensé globalement la recherche, l'innovation, l'art. Oui, 2019 sera un moment tout particulier, et ce que vous avez choisi comme thématique résonne avec cela. Je veux terminer mon propos en disant notamment à celles et ceux qui éclairent notre chemin, aux enseignants qui sont ici, aux chercheurs qui sont ici, aux femmes et aux hommes de communication qui sont ici, qu'en portant leur intérêt sur ce qui va se passer durant ces 3 jours,
en portant leur intérêt sur ce que nous livrent les historiens, sur ces échanges qui vont avoir corps ici. Ils nous aident. Ils nous aident dans cette région Centre-Val de Loire, qui est, comme je le disais, dans le passé, une région de l'innovation et de la recherche qui a marqué le monde, mais une région qui, aujourd'hui, et j'en suis complètement convaincu, trouvera, grâce à ce qu'elle porte comme histoire, mais aussi grâce à la dimension de la création qui doit animer l'action publique comme chacun d'entre nous, trouvera, grâce à vous, les voies d'avenir. Nous ne sommes pas dans la continuité. Nous sommes dans un moment où il y a une accélération des transformations, et c'est un enjeu considérable. Accélération des transformations, dans quel sens? Dans quel sens le numérique? Pourquoi le numérique? Liberté, aliénation, c'est un sujet fondamental. Ça renvoie à nos consciences, ça renvoie à ce que vous, enseignants, chercheurs, intellectuels, à ce que vous nous accompagnez très directement dans nos vies, dans nos choix et dans ce grand processus d'éducation. Merci de votre attention. Vous me permettrez, j'imagine, de ne pas trouver cet accueil agressif. Je vous dois l'expression d'une émotion au moment où, pour la 13e fois, c'est un chiffre scientifique, pour la 13e fois, il me revient de proposer à votre assemblée, à vous proposer à tous, mes chers amis, une sorte d'introduction à la diversité, à la richesse des réflexions, des connaissances que nous allons ensemble nous proposer. Je le fais avec, je vous en dois l'aveu, il m'arrive d'être franc, avec un peu de timidité, heureusement dissipée, je vous rassure. La timidité a été celle que nous avons éprouvée nous-mêmes au Conseil scientifique après avoir eu ce qui rétrospectivement nous a paru assez audacieux, je veux dire avoir choisi ce thème. Les sciences, l'histoire des sciences. On nous a tellement dit que nous étions une science molle, nous les historiens, par rapport à la science dure que sont les sciences, que nous avons fini par nous éprouver comme une sorte de caoutchouc autour d'une barre d'acier. Et vous reconnaîtrez que, après quelques distances, nous ayons pu nous dire que nous avions exprimé une audace qui pouvait être dangereuse pour nous-mêmes. Et puis, ça ne vous étonnera pas non plus, nous nous sommes assez vite rassurés. D'abord parce que nous avons pu bénéficier du concours au Conseil scientifique d'un certain nombre de collègues extrêmement compétents dans l'histoire des sciences, mais surtout parce que, en réfléchissant à ce domaine immense, nous avons très vite retrouvé les interrogations ordinaires qui sont les nôtres, les modes de réflexion, les outils intellectuels que nous employons d'ordinaire dans l'entièreté de notre discipline. Et d'abord, le sentiment, comment dire, de la différence des rythmes. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes une génération d'historiens qui avons appris qu'il y avait toujours péril à vouloir comprendre la réalité selon une linéarité de l'apparence, et que chaque conjoncture, chaque instant, c'est vrai en politique et c'est vrai en histoire des sciences, chaque instant était fait de la conjugaison, on pourrait prendre une métaphore géologique, de différents rythmes de la durée qui la définit, qui par conséquent définit la latitude d'action des acteurs et éventuellement des savants. Les rythmes de la durée se retrouvent constamment dans l'histoire des sciences. Nous l'avons vérifié. Il y a de longs cheminements qui préparent de soudains éclats. L'expression de soudains éclats, je l'ai reprise de Cédric Villani, notre président, cette année dans l'excellente interview qu'il a donnée pour le numéro spécial du Monde. Ces moments d'éclat que l'on ne peut pas prévoir et qui tout à coup viennent incarner quelque chose comme une longue préparation, avec par là même un sentiment qu'il y a une grande part de hasard. Quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, déterminisme et hasard. Voilà encore une notion qui nous est chère, mais qui n'empêche pas que ce rythme-là, on l'observe aussi en relation avec
toutes les diversités de l'histoire des hommes. Je pense en particulier à l'entrelac de la guerre et de la paix. Constamment, nous avons retrouvé en préparant cette rencontre ce duo de la guerre et de la paix, étrange effet de la guerre qui tout à la fois a précipité constamment la capacité de détruire et constamment la capacité de guérir. C'est une dialectique assez étonnante que chacun a pu observer, en particulier pendant la guerre de 14-18, qui a été marquée par une telle accélération à cet égard dans ces deux domaines. La guerre et la paix a constamment préoccupé les savants et nourri souvent leurs anticipations. J'avais été très frappé par les écrits de Berthelot, Marcellin Berthelot, vous savez, le ministre des Affaires étrangères, qui était aussi un grand chimiste et qui, à la fin du XIXe siècle, produit un écrit intéressant à voir après coup sur ce que sera le monde en 2000. Il nous explique qu'on obtiendra une paix universelle grâce à la chimie. C'est un chimiste. D'abord, un grand avantage sera que les avions, qui fonctionnent grâce à la chimie, pourront survoler la planète et par conséquent donner à chaque habitant une connaissance des autres, ce qui sera évidemment propre à pacifier les esprits, estime-t-il. Il n'y aura plus, grâce à la chimie, d'agriculture, la fin des paysans, ce qui fait que la Terre deviendra une sorte de vaste verger, magnifique jardin où chacun pourra se prélasser avec bonheur. Et puis on aura fini avec les frontières puisqu'on les survolera, les frontières marquées de sang. Cela était un peu optimiste, je pense que vous en conviendrez. Les rythmes de la durée, la paix, la guerre, voilà ce que nous allons constamment, me semble-t-il, rencontrer. Puis il y a un autre domaine qui a déjà été évoqué tout à l'heure par les honorables préopinants, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire la question du hasard et du déterminisme. Voilà qui passionne les historiens contemporains, cette dialectique de la contingence et de ce qui est préétabli, voilà qui ne cesse pas de nous obséder quasiment. Le hasard est tellement important dans le domaine des sciences, on l'a évoqué, et puis en même temps, il y a des déterminismes qui font penser, à tort ou à raison, que de toute façon, le mouvement des choses était tel qu'on aurait abouti à une invention ou à une innovation. Hasard de l'invention, hasard de l'innovation. J'ai appris récemment que dans le domaine des industries d'armement, c'est toujours la guerre, on parlait de la vallée de la mort pour évoquer cet espace qu'il y a entre l'invention et l'innovation. L'invention et l'innovation. Ce qui fait que certaines inventions, aussi brillantes soient-elles, demeurent dans l'ordre du potentiel, de l'inachevé, de l'inabouti. Nous avons appris aussi depuis très longtemps dans nos livres d'école que les Chinois avaient inventé la boussole. Je ne sais pas si c'est vrai, ils n'avaient pas su s'en servir. La poudre aussi, de la même façon. Il y a là effectivement dans cet équilibre étrange une réalité qui mérite d'être observée. Invention, innovation, déterminisme, contingence. L'histoire des sciences est parcourue de hasard. J'ai révisé un peu pour vous voir et j'ai vérifié que Becquerel avait découvert la radioactivité parce que par mégarde, on avait laissé dans un tiroir des sels d'uranium avec des plaques photographiques et qu'avec étonnement, on avait découvert que celles-ci étaient impressionnées sans qu'il y ait de la lumière. Ça, c'est pour l'invention. Et pour l'ordre de l'innovation, je pense que les spécialistes pourraient multiplier les exemples. Pour l'ordre de l'innovation, on nous dit que Goodyear avait inventé le caoutchouc synthétique en mettant par hasard du caoutchouc naturel et du soufre auprès d'un calorifère. Vous pouvez sûrement allonger la liste et la compétence de mes collègues ici rassemblés, il pourvoira assurément. Déterminisme, hasard, hasard et nécessité, disait Jacques Monod, c'est un sujet de réflexion quasiment à l'infini et qui, je suis sûr, nous regroupera nos curiosités et conjuguera nos talents. Et puis, il y a aussi le champ qui nous intéresse tant des représentations, réalité et représentation. Quelles idées on peut se faire de la science et quelles mythologies peuvent s'organiser tout autour. Elles sont très nombreuses. J'ai même
Après, avec chagrin, qui n'était pas absolument sûr qu'Archimède ait été dans sa baignoire quand il a dit Eureka, ce qui est évidemment un souci. J'ai presque hésité à vous le dire. Mais même la pomme de Newton serait peut-être controuvée, si je puis dire. Alors, je m'en tiens là parce que, évidemment, ce serait un souci et une frustration que de continuer, encore que il est absolument passionnant de voir tous les moments où la science est allée vers une impasse et même allée vers une absolue, une sorte de folie, de dévergondage de l'imagination vers l'impossible. Deux exemples qui m'ont frappé et qui peuvent d'ailleurs être rapprochés dans une sorte de concordance. Je veux dire les avions renifleurs et les rayons N. Les rayons N, commençons par les renifleurs. Vous vous rappelez qu'à la fin des années 1970, on avait cru pouvoir imaginer que des avions, l'image était évidemment frappante, et très important quand il y a des fantasmagories de ce type que l'image soit frappante. Les avions qui venaient renifler, comme ça, dans le sol, où il pouvait y avoir du pétrole, ce qui évidemment gagnait beaucoup d'argent. Eh bien, El Ferrap et les instances politiques ont dépensé beaucoup d'argent, presque 1 milliard de francs de l'époque, pour développer les avions renifleurs jusqu'à ce qu'on se soit aperçu que c'était une coquille-grue. Et les rayons N, magnifiques les rayons N. J'aurais presque envie d'en faire une conférence entière, mais je sens que ça ne m'est pas autorisé par les hautes autorités devant moi rassemblées. Les rayons N, c'est après l'invention des rayons, la découverte des rayons X, peu de temps après, un savant de Nancy, c'est pour ça que c'est appelé les rayons N, a imaginé qu'il y avait d'autres rayons de ce type et qui avaient des propriétés extraordinaires. Et on a vu fleurir autour de cette idée l'approbation d'un grand nombre de savants, 300 articles scientifiques qui ont doctement réfléchi à ce que voulaient dire les rayons N et à l'usage concret qu'on pourrait en faire jusqu'à ce que ces rayons N se dissipent comme la rosée au lever du soleil. Je vous abandonne cette comparaison. Le déterminisme, de ce point de vue-là, et le hasard est évidemment d'une grande importance. Je voudrais aussi, bien sûr, insister sur les relations entre la science et tout le monde qui les entoure. La littérature. Il y a des moments magnifiques comme ça. On a évoqué beaucoup la Renaissance. On pourrait parler aussi du XVIIIe siècle, où des esprits très larges viennent se montrer plus peut-être que nous-mêmes, capables de s'installer à la rencontre du monde des sciences exactes et de la fiction et de l'histoire et des autres disciplines. Madame du Châtelet et Maupertuis pourraient, à cet égard, il paraît qu'ils ont eu quelques amours clandestines, vous ne le répéterez pas. Maupertuis et Madame du Châtelet incarnent cela de très belle façon. Maupertuis qui s'habillait en lapon pour aller, vous rappeler, vers le nord, pour aller vérifier par une expédition vers l'Arctique quelle était vraiment la forme de la planète. La littérature et la science entretiennent un commerce qui, je crois, devra être considéré aujourd'hui. Et puis, bien sûr, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, il y a la politique. Les rapports entre la politique et la science sont d'une très grande importance. Quels moyens la politique peut donner à la science de se développer, quelles injonctions elle peut éventuellement lui proposer. Et puis ce champ que nous aurons aussi à considérer, des politiques qui se sont... des scientifiques qui se sont voulus politiques. Je n'évoque pas tel grand mathématicien contemporain, puisqu'il n'est pas encore arrivé à cause de la SNCF, je crois, qui a été élu député. Nous l'avions sollicité pour la présidence auparavant, avec une sorte de prescience de son destin politique. En tout cas, il incarne bien, je serais heureux de le saluer s'il était ici, ce genre de rencontre. Et du même coup, on est tenté de considérer dans la période récente, depuis, disons, la Révolution française, combien d'éminents scientifiques sont entrés en politique. Le grand maître, c'est Gaspard Monge, que nous avions mis au Panthéon au moment du bicentenaire, magnifique mathématicien et ministre de la Marine, de qui on peut rapprocher un autre ministre de la Marine sous la Troisième République, qui était Émile Borel, grand mathématicien, qui a justement écrit un livre sur le hasard et qui avait d'ailleurs été dans un gouvernement de Painlevé, magnifique physicien, nous dit-on aussi. On peut en rencontrer d'autres. Jean Perrin au moment du Front populaire, Curien dans les années Mitterrand. Et je crois que notre ministre actuel de l'enseignement supérieur est une scientifique éminente. Donc c'est une manière un peu individuelle de considérer les choses, mais qui n'est pas, me semble-t-il, sans quelque intérêt. Mais au-delà, bien sûr,
toute la question qui se pose, c'est celle de ce que la politique peut entretenir avec de relations particulières avec la science, et ce qui conduit évidemment très, très vite à des questions plus larges qui sont celles des relations entre la foi et la raison. De cela, nous allons aussi avoir à rendre compte constamment. Madame Charfi, qui veut bien prononcer la conférence majeure qui va clore qui va s'exprimer au nom de la conférence inaugurale, pourra nous parler de cela et des problèmes que cela pose du côté du monde de l'islam, mais pas seulement de l'islam. Nous le voyons bien aussi dans d'autres pays contemporains, y compris en Birmanie aujourd'hui. La foi et la raison, c'est le débat autour de Galilée. Vous voyez le numéro récent de l'Histoire. C'est aussi, de façon plus ramassée et moins notoire, mais néanmoins intéressante, l'agitation intellectuelle qu'a parcouru la France lorsque Brunetière, à la fin du XIXe siècle, s'était converti au catholicisme et est venu expliquer à tous les scientistes du moment et à la majorité politique qu'il fallait qu'ils prennent en compte les faillites de la raison, les défaillances de la connaissance. Grand débat qui n'a pas perdu de sa force, d'autant plus que cela amène, et c'est là-dessus que je vais conclure, à ce qui est, plusieurs orateurs avant moi l'ont évoqué, ce qui est le grand défi d'aujourd'hui, c'est-à-dire la formidable ambivalence de la science par rapport à notre planète qui est en train de s'user comme un savon. Et la question de savoir si la science doit et peut être considérée avec une permanence de l'admiration ou l'émergence d'une inquiétude, et quant à la difficulté d'en maîtriser tous les effets. Après tout, on retrouve exactement les débats des grands savants spécialistes du nucléaire, tels Oppenheimer après la Seconde Guerre mondiale et la première bombe atomique. Jusqu'où ira-t-on du côté du climat? Quelle mesure la science, avec ses effets éventuellement néfastes quand elle se transforme en technique délétère, quelle mesure sera-t-elle elle-même capable de pallier les inconvénients qu'elle aura suscités, les périls qu'elle aura fait naître? Voilà une interrogation à propos de laquelle je me garderai bien de conclure. C'était simplement une manière comme une autre de montrer que les questions que nous allons nous poser vont être non seulement stimulantes, mais parfois taraudantes. Nous ne nous étonnerons pas, nous qui nous retrouvons ici chaque année, avec un bonheur que nous ne cherchons pas. Cela me frappe chaque fois à nous dissimuler à nous-mêmes, tout simplement parce qu'autour de cette immense question, dont j'ai tâché maladroitement de rassembler quelques éléments, autour de cette immense question, nous allons pouvoir tout simplement confirmer entre nous que nous aimons beaucoup Clio et que l'histoire nous est infiniment chère. Je vous remercie de votre attention.